Calomniés et accusés à tort, leur réputation a été salie et ils ont dû se battre pour rétablir la vérité et leur honneur. Comment Roland, injustement accusé de meurtre, comment un jeune couple soupçonné à tort de maltraitance envers leur petite fille, comment Xavier, suspecté d'escroquerie, ont-ils tous traversé ces périodes où ils étaient coupables aux yeux de tous? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans cette émission. Mais tout de suite, je vous demande d'accueillir une ancienne Miss France et Miss Europe qui, elle aussi, a été victime d'une rumeur calomnieuse. Il s'agit d'Élodie Gossuin. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Bonjour Evelyne, bonjour à tous. Bonjour Élodie. Élodie, au moment de l'élection de Miss Univers qui avait lieu à Porto Rico en avril 2001, vous avez été victime d'une rumeur calomnieuse. Cette rumeur vous a accusé d'être en fait un homme, un transsexuel. Cette fausse information, elle est partie d'un site internet et elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Elle est arrivée en France et elle a fini par être reprise par absolument tous les médias. Absolument. Comment est-ce que vous avez été mise au courant de cette rumeur ? Alors dès mon arrivée à Porto Rico, c'est vrai que je suis arrivée fin avril, l'élection avait lieu le 13 mai 2001. À peine 24 heures après mon arrivée, j'étais prise en aparté par 2 personnes de l'organisation, me disant « on a une nouvelle à t'annoncer », à savoir que la presse locale t'accuse d'être transsexuelle. Et moi, j'ai éclaté de rire. Ça vous a fait rire ? La première réaction, j'ai éclaté de rire. Et puis tout de suite après, j'ai appelé Madame de Fontenay, j'ai appelé mes parents. Et la rumeur avait déjà pris de l'ampleur, ça avait déjà fait effet boule de neige. Tout le monde était déjà au courant en France. Et là, j'ai vraiment paniqué parce que quand j'ai vu vraiment la dimension que ça prenait à travers les médias, et c'est vrai le pouvoir des médias aussi de pouvoir colporter une rumeur comme celle-là, c'est que je me suis demandé dans quelle mesure j'allais pouvoir me battre, me défendre, si j'allais avoir un droit de réponse, si j'allais pouvoir prouver qui j'étais. Et en même temps, je me sentais vraiment touchée intérieurement. C'était une atteinte à mon intégrité. Je suis une femme, j'en suis fière. Et qu'on m'accuse d'être transsexuelle, c'est vrai que je n'avais plus confiance en moi au départ. Ouais, j'avais perdu confiance en moi. Qu'est-ce qu'on disait de vous dans la presse? Qu'est-ce que vous lisiez? Que je m'appelais en réalité Nicolas Le Vendeur, que j'avais 28 ans. Et d'où ça sortait, ça? Du site internet qui s'appelle donc L'Examineur, mais qui est un site satirique à la base. Sur la page d'accueil, c'était indiqué... C'était une blague, en fait, au Voilà, départ. donc il n'y avait que des choses comme ça. Encore aujourd'hui, le site existe, vous pouvez y aller, c'est hallucinant, mais dès le départ, ils annoncent la couleur, donc il n'y a pas de sous-entendu. Mais en fait, c'est parti du journal quotidien de Porto Rico, le El Nuevo Dia, qui était sponsor de l'élection de Miss Univers. Et en fait, tout cela, d'après vous, était monté pour vous faire perdre, vous faire échouer à cette élection. En tout cas, c'est ce que vous en avez déduit. Tant qu'à faire, je préfère penser ça. Mais sincèrement, c'est aussi un coup de pub comme un autre. Alors, en tout cas, ça vous a fait une très mauvaise publicité au départ, en tout cas. Au départ, oui. Comment vous avez réagi quand vous avez compris que ce n'était pas une blague et que ça faisait un peu le tour du monde, cette histoire? J'ai eu besoin de soutien. Donc c'est vrai que Madame de Fontenay s'est déplacée. 48 heures après, elle m'a rejointe à Porto Rico. Dans quel état elle était? Désespérée. À ce Et point-là? exaspérée aussi, pardon. Parce qu'on ne savait pas, justement, ni l'une ni l'autre, on ne savait comment réagir. Mais elle s'est déplacée avec les équipes de 7 à 8 pour un sujet, avec les photographes et journalistes de Télé 7 jours, de Paris Match. Et on va dire presque clandestinement, on essayait de faire un sujet, quelques photos, dont celle que l'on voit là. Et parce que c'était des photos en maillot de bain, Élodie, pour montrer à quel point vous étiez une femme? Oui, ça doit être terrible, non, là. de devoir faire ça. Non, le pire, ça a été de devoir fournir mon acte de naissance. À qui? À la presse. Ma mère a dû donner mon acte de naissance. On le voit là. Pour montrer que c'était bien certifié sexe féminin. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Ça touche intérieurement, c'est sûr, ça blesse. Mais finalement, ça a duré très peu de temps parce que tout de suite, j'ai repris confiance en moi. Et justement, je pense être rentrée plus forte, plus sûre de moi, et d'avoir mûri en 3 semaines, d'avoir pris 5 ans en 3 semaines de maturité. Et c'est vrai que savoir prendre du recul, parce qu'à partir du moment où soi-même on sait qui l'on est, les autres ne nous touchent plus, que ce soit en bien ou en mal. Si on sait qui l'on est, c'est le principal, et j'ai appris à savoir qui j'étais.
Et ça, pour moi, c'est une belle leçon de la vie déjà. Ce qui m'est arrivé, ça m'a finalement beaucoup aidée. Comment vous vous êtes battue face à cette rumeur? C'est pas rien, une rumeur. Hein. Bah, j'ai voulu rester jusqu'au bout, c'est-à-dire participer à l'élection, alors que ma mère voulait que je rentre, parce que ma mère estimait que dans de telles circonstances, il n'y avait pas lieu de faire un concours de beauté et que ça n'avait plus aucune valeur. Moi, j'ai voulu rester par fierté, parce que je me suis dit, si je m'en vais, c'est que j'ai quelque chose à me reprocher. Votre maman, elle a pris ça comment? Très mal. Très mal parce que j'étais loin d'elle et elle a eu peur, pour moi, psychologiquement plutôt, et elle avait envie que je rentre. Est-ce qu'elle a regretté à un moment tous ces concours de Miss auxquels vous avez participé et qui vous ont mis un pied dans le système finalement, où on peut tout déclencher, le pire comme le meilleur? Elle n'a pas tout regretté, mais le fait d'être exposée médiatiquement dans de telles circonstances, oui. Donc finalement, à ce moment-là, elle aurait préféré, effectivement, que j'arrête tout et que je retourne dans mon école d'infirmière, c'est sûr. Comment vous regardez les gens? Avec pitié un peu. Avec pitié? Ouais. Sur le coup, sur place, à Porto Rico, les autres candidates me soutenaient, mais il y avait un peu de pitié. Et puis en même temps, c'est moi qui avais peur du regard des autres. J'avais peur qu'on me regarde en me détaillant. Ouais, mais si, peut-être parce que regarde. Ou, je sais pas, on m'a même dit, par exemple, si elle a de grandes mains, ça doit être un homme. Enfin, c'est vrai que j'avais l'impression d'être vraiment espionnée en permanence, parce que justement, en plus, on m'avait colporté aussi le fait que l'organisation avait demandé à ce que, lorsqu'il y avait les tournages en maillot de bain, qu'on regarde un peu s'il n'y avait pas des détails. Et c'est vrai que c'est vraiment blessant. Et le regard des autres est blessant à ce moment-là. Quand vous êtes rentrée en France, là aussi, ça s'est déchaîné. Comment étaient les gens avec vous, les journalistes? Comment ça s'est passé? En France, ça s'est passé formidablement bien. Les gens vous ont soutenu? Ouais, la presse française, toute la presse. La presse française a compris ou elle a eu la tentation de rentrer un peu dans le jeu de cette rumeur? Tout de suite, ça a été on défend parce qu'il y a un complot contre Miss France, pas contre Élodie, contre Miss France. Donc, il faut défendre ça parce qu'on n'a pas le droit de raconter des choses comme ça. Surtout aussi à partir du moment où la France, c'est le seul pays où les candidates à l'élection de Miss France doivent être 100% naturelles pour participer, contrairement au Venezuela, au Brésil et tout ça. Donc c'était quand même paradoxal d'accuser une Miss France qui normalement doit être naturelle, alors qu'à côté de ça, il y avait des candidates qui avaient subi une vingtaine d'opérations de chirurgie esthétique. Donc c'est quand même hallucinant aussi, ça. Il y a une question que vous posez, Mina. Où êtes-vous, Mina? Vous êtes là? Bonjour. Quelle est la question que vous voulez poser à Élodie? Je voulais savoir, en tant que femme, comment vous surmontez cette rumeur, et est-ce que vous n'avez pas peur qu'à vie, ça va vous être préjudiciable? Parce que quand on entend ce genre de rumeurs, généralement, toute la vie, on est... Oui, il y a eu d'autres exemples en France. Tout à fait. D'autres personnes médiatiques. Elle vous suit, cette rumeur, encore? Elle me suit, mais de façon positive. En fait, c'est toute la différence. Forcément, j'ai des défauts, que ce soit tout aussi bien physique qu'intérieur. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je n'ai pas de traits masculins. Non, ça, je vous le confirme. Et c'est vrai que j'ai jamais perdu... depuis, j'ai jamais plus perdu confiance en moi. Mais au fin fond de vous-même, quand vous repensez à tout ça, cette épreuve qui vous a grandi, vous dites, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vous blessent encore, qui vous ont blessé, des remarques? Une seule fois. Et c'était sur un ton ironique, mais j'arrive et on me dit « Bonjour, monsieur ». Donc voilà, j'ai pas trop apprécié. Mais sinon, non, parce que justement, ça a créé un élan de sympathie. C'est sûr que ça a marqué mon règne de Miss France, mais je pense en bien parce que les commentaires que j'ai toujours eus dès mon retour, ça a été que je m'en étais sortie avec dignité, que ça avait été bien d'aller jusqu'au bout, de défendre la France au maximum. C'est vrai que j'étais fière de représenter la France. Et voilà, pour moi, il n'y avait pas de plus bel honneur et j'avais envie d'aller jusqu'au bout. Et puis de toute manière, je sais qui je suis et je n'avais pas envie de prouver quoi que ce soit parce que je sais que je suis une femme. Et voilà, je suis fière de ça. Stéphane Clerget, vous êtes psychiatre, bonjour. Quelles conséquences ça peut avoir sur une femme médiatique, cette rumeur? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, notamment sur les femmes. Il y a eu les rumeurs sur Sheila, les rumeurs sur Adjani. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Quelles conséquences ça peut avoir sur une femme médiatique et encore plus sur une jeune femme?
Ça peut tuer. La calomnie peut tuer, mais comme l'a dit Élodie, comme elle a semblé le dire, ce qui ne tue pas rend plus fort. Mais c'est vrai que ça touche véritablement à l'intégrité, ça touche à l'estime de soi, et ça peut entraîner, évidemment, déjà briser une carrière, mais aussi vraiment porter atteinte à l'estime de soi, ce qu'on a de plus profond à l'intérieur de soi. Mais c'est terrible quand même, ces rumeurs qui viennent comme ça sur des gens. Il y a des gens qui attirent la rumeur comme ça? Alors je pense qu'il y a deux types de gens qui attirent la rumeur. Les personnes évidemment qui sont au top de la gloire, parce qu'il y a un côté des fois insupportable. Et je crois que si on a accusé Élodie d'être un homme, c'est parce qu'elle était tellement belle que c'en était insupportable et qu'il fallait d'une manière ou d'une autre détruire, brûler son idole. Je crois qu'évidemment on sait tous qu'elle pouvait gagner ce côté cette élection de Miss Univers, parce qu'elle était la plus belle et la plus naturellement belle. Et il y a un côté dans la rumeur, on voit ça aussi dans les écoles avec les enfants, avec le principe du bouc émissaire. Parce qu'évidemment, on la défend, les collègues la défendaient, mais à la fois, comme les projecteurs sont braqués sur elle, soi-disant elle n'est pas naturelle, eh ben on en oublie toutes les autres. Et finalement, ça arrange un peu tout le monde. Les projecteurs sont sur elle, et finalement, ça protège un peu tout le monde, et ça entretient ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt aussi à ces rumeurs-là, et donc qui les colportent pour s'en amuser, mais aussi parce qu'ils peuvent y avoir intérêt. Donc, il y avait intérêt, Il y avait en plus intérêt. Mais on voit ça aussi dans les classes, l'enfant bouc émissaire, finalement tout le monde se met dessus parce que... Comme ça on vous oublie un peu, c'est tellement plus confortable pour les autres. C'est confortable. Alors rumeur, accusation à tort, on va en parler tout au long de cette émission et vous allez justement nous éclairer sur ce sujet. On va accueillir notre prochain invité qui a lui été injustement accusé de meurtre. Roland Agré a passé 7 ans en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Au bout de 15 ans de lutte, il a fini par être innocenté. Je vous demande de l'accueillir avec sa femme. Voici Roland Agré et Marie-Jo. Bonjour à tous les deux. Roland, vous avez 61 ans, 2 enfants, vous êtes consultant en matière de justice et de prison. Vous avez créé l'association Action Justice. Oui. Vous êtes marié à Marie-Jo depuis 30 ans. 30 ans. Roland, en 70, vous avez été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de votre employeur. Vous avez fait 7 ans de prison, durant lesquels vous n'avez cessé de clamer votre innocence. En 77, vous avez obtenu une grâce présidentielle, mais ce n'a pas été suffisant et vous avez continué à vous battre pour obtenir la révision de votre procès, pour être blanchi en quelque sorte. Il a fallu attendre 1985 pour que vous soyez officiellement lavé de tout soupçon. On va voir dans quelques instants si justement vous êtes aujourd'hui définitivement hors de cause psychologiquement. Mais moi, je voudrais savoir, Marie-Jo, ça fait 30 ans que vous êtes mariée avec votre mari. Quand vous avez appris qu'il était accusé de meurtre, est-ce que vous avez douté? Moi, je n'ai jamais douté de l'innocence de Roland, déjà. Et quand il a été condamné, pour moi, ça a été comme un séisme. J'étais absolument révoltée qu'il ait pu être condamné au nom du peuple français. Quand je suis sortie du procès, j'étais anéantie. Ça, c'est la première réaction que j'ai eue après les assises. Parce que je sais depuis le début que Roland est innocent. Et on a quand même espéré jusqu'au bout que la justice le reconnaîtrait. Alors vous, ce n'est pas une rumeur, c'est toute une machine judiciaire qui s'est mise en œuvre pour vous accuser, pour vous inculper, puis après pour vous condamner. Vous avez eu cette immense lourdeur, le poids du jury populaire aussi, c'est important. Comment est-ce que vous avez réagi, Roland, quand vous avez entendu la sentence ? Eh bien, déjà, immédiatement, je ne sais pas comment on avait pu me condamner, puisque les gens qui m'accusaient avaient donné pas moins de 19 versions différentes. Donc, c'est à partir de 19 versions, mes avocats, d'ailleurs, à l'époque, m'avaient dit « mais tu seras acquitté, c'est écrit en rouge ». Moi-même, je croyais en la justice de mon pays, évidemment, et pas une seconde, je pensais qu'on pouvait me condamner, puisque je n'avais rien fait. Alors, quand j'ai entendu 15 ans de réclusion criminelle, toutes les misères du monde se sont abattues sur moi. J'étais totalement anéanti. D'ailleurs, les seules paroles que j'ai pu dire à Marie-Jo, quand je l'ai croisée, quand on me transportait dans les geôles, j'ai dit « T'inquiète pas, je ferai du sport ». Donc vous avez passé 7 ans en prison. 7 ans en prison, alors bon... Marie-Jo, vous avez vécu avec quelqu'un dont on disait qu'il était criminel, puisqu'il avait été reconnu coupable. Oui. Comment ça s'est passé dehors? Est-ce qu'on vous le faisait sentir? On vous disait votre mari est un assassin? C'est-à-dire qu'il a fallu tout de suite que j'élimine ça pour me battre avec Roland, puisqu'il a réagi immédiatement. Il s'est battu très très fort pour arriver à être réhabilité. Il s'est battu, mais vous, en attendant, vous étiez dehors. Comment ça se passait avec les proches? Est-ce qu'ils ont douté aussi de vous?
Non, parce que moi, j'ai éliminé ça de ma pensée, si vous voulez, pour pouvoir me battre. Je ne pouvais pas considérer ce que disaient mes voisins ou ce que disaient, je ne sais pas qui, les gens avec qui je travaillais. Je ne pouvais pas faire attention à ça. Il fallait que je me batte, que je sois déterminée pour expliquer l'innocence de Roland et puis pour convaincre. Et j'avais des gens à convaincre, le ministère de la Justice, les journalistes pour m'aider, des intellectuels qui se sont mobilisés. Donc je me suis dit que je ne voulais pas entendre ce qui pouvait se dire sur Roland. Et qu'est-ce qui pouvait se dire sur Roland pire que d'avoir été condamné au nom du peuple français comme un criminel. Il ne pouvait rien se dire de pire, donc je n'écoutais plus. Je n'ai jamais écouté ce qui se disait. Vous étiez en cellule, 7 ans ça a duré. Au début, peut-être qu'on croit qu'on va sortir, qu'on va y arriver. Puis quand ça dure 7 ans, comment on trouve la force, Roland? Eh bien, la force, vous savez, c'est un problème d'abord entre moi et moi, si vous voulez. Payer pour un acte que je n'avais pas commis, c'était tout à fait impensable. Et en plus, il y a une lourdeur encore plus terrible, parce que si vous voulez, lorsque vous êtes incarcéré et que vous êtes coupable, vous arrivez à vous faire au milieu carcéral sans aucun problème. Quoique, vous savez, j'ai connu des endroits où on n'oserait pas mettre un rat, où des rats crèveraient. Alors même pour un homme déjà coupable que l'on met en prison, c'est terrible pour lui. Et quelqu'un qui n'a rien fait et que l'on met en prison, alors là, bon, vous savez, j'en ai vu des gens que j'ai soupçonnés d'être non coupables également comme moi. C'est soit qu'ils s'écroulent complètement, ils deviennent des zombies, soit alors ils se révoltent. Ce qui est terrible, si vous voulez, c'est cette lourdeur, c'est qu'on est condamné injustement et au nom de la justice. Alors ce mot de justice devient terrible parce que c'est au nom de la justice qu'on vous a condamné. Alors là, c'est tout à fait insupportable. Et donc pendant des années, j'ai terminé par une grève de la faim qui a duré 1 an et 28 jours. Sous perfusion, etc. Et j'ai été gracié par Valéry Giscard d'Estaing. Vous aviez peur qu'il aille trop loin, Marie-Jo? Il est toujours allé trop loin. Il a risqué sa vie pendant 14 ans. Il s'est fait opérer plusieurs fois de l'estomac parce qu'il avalait des fourchettes. Il a fait une grève de la faim de plus d'1 an. Il a fini en réanimation. Vous aussi, vous avez fait une grève de la faim? Moi, j'ai fait une grève de la faim aussi. Et puis, il s'est coupé les doigts. Et si au bout de 14 ans, on ne lui accordait pas cette révision, j'ai toujours pensé qu'il allait mourir. J'ai cru le perdre 100 fois. Donc finalement, pour en revenir à l'opinion publique, ça m'était égal parce que je pensais plus à sauver sa vie que sa réputation. Ça allait ensemble, puisque lui ne supportait pas d'être condamné. Mais c'était sa vie qui m'importait le plus parce qu'il a mis la barre très haut et qu'il se mettait en danger en permanence. Vous avez été gracié une fois. En 1977, par Valéry Giscard d'Estaing. Ça ne vous a pas suffi. Quand vous êtes sorti, comment ça s'est passé, justement? Ça s'est passé. Ce qu'on m'a dit quand j'ai été gracié, tu étais condamné à 15 ans, tu n'as fait que 7 ans, sois content. Ah ben j'ai dit non, je ne suis pas content du tout, je n'accepterai jamais 1 seconde de prison. Et j'ai continué à me battre pendant 7 ans, pendant des années. Je peux dire que j'ai carrément pourri la vie de Marie-Jo pendant des années aussi. C'est vrai ça, Marie-Jo? Pourri, non. Est-ce qu'il y a des moments où vous n'en aviez pas un peu ras-le-bol, finalement, parce qu'il avait été gracié, il était sorti, c'était le principal pour vous? Oui, c'était important, mais Roland était pris dans sa prison intérieure, donc je savais qu'on irait quand même jusqu'au bout, qu'il ne supporterait pas d'être considéré comme un criminel, je le savais. Ça a été dur, la sortie de prison, justement? Ça a été extrêmement dur. Qu'est-ce qui a été dur? Ça a été dur parce que Roland était malade, et il venait de faire sa grève de la faim, donc il était en réanimation. Il a fallu qu'il se réalimente. Moralement, il était dans un état épouvantable, puisqu'il a pensé immédiatement à continuer la lutte. Et c'est vrai que j'étais épuisée, j'étais fatiguée, j'avais envie de vivre. Quand il est rentré en prison, j'avais 18 ans. Donc j'en avais 20 quand il a été condamné. J'en avais 26 quand il est sorti, je voulais vivre. Mais lui a continué et je l'ai fait avec lui sans me poser de questions et sans lui en poser parce qu'il a mené son affaire un peu comme une guerre. C'était un chef de guerre. Il est allé jusque-là, quoi. Il savait qu'il fallait aller très fort pour réussir et je suis partie avec lui, quoi. Il y a une question de Marie-France. Marie-France, bonjour. Oui, bonjour. Quelle question vous voulez poser à Roland? Votre nom a été traîné dans la boue. Quelles ont été les conséquences pour vos enfants? Eh bien, ma fille en a beaucoup souffert parce que, étant à l'école, elle était dans un institut religieux. Et là, tous les jours, c'était les humiliations, voire même les brimades, même de certains professeurs. Donc, pour elle, ça a été terrible. Notre fils Julien, qui est né 1 an après ma libération, lui, il a beaucoup souffert, mais pas du tout de la même façon. C'était pas les mêmes rumeurs, c'était pas les mêmes trucs. C'était quoi? Et en fait, c'était ton père s'est coupé les doigts. Alors nous, on le préservait. Il y avait des amis qui nous le gardaient lorsque je montais faire ce genre d'action.
Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas bien du tout, parce qu'à l'école, on lui disait, on a vu ton père à la télé, il s'est coupé les doigts, etc., etc. Et quand on le reprenait, malgré la gentillesse de nos amis, il était totalement traumatisé. Une petite histoire d'enfant quand même qui est tout à fait terrible et mignonne, c'est que nous étions rentrés dans la nuit de Paris, je m'étais donc coupé le doigt, je l'avais porté dans un bocal au ministère de la Justice. Je savais que 15 jours après, j'allais m'en couper un second, parce que chaque fois que j'ai dit que je faisais une chose, je l'ai faite. Et il est vite venu le matin, quand les amis l'ont amené, il s'est précipité dans le lit, il a pris ma main qui avait un bandage, et il a vu que j'étais normal, quoi, pour lui j'étais normal. Et j'ai dit oui, mon doigt me faisait mal, alors je préférais le faire couper. Alors il a regardé comme ça. Puis il a dit, oh ben tu devrais couper l'autre à l'autre côté, ça ferait plus joli. Vous voyez, un petit truc d'enfant. Il y a un truc terrible aussi qu'il a fait, il a voulu assister au pansement, quand on faisait le pansement. Et je vous assure, un doigt coupé, c'est pas tellement ragoûtant. Et il a attrapé mon doigt, il l'embrassait. Élodie, quand vous entendez le témoignage de Roland et de Marie-Jo, comment vous réagissez, vous aussi, vous qui avez vécu la rumeur, les accusations d'une manière différente? Vraiment, ce qui me marque, c'est qu'il n'y a rien de plus important que le soutien de sa famille ou de ses proches. Et que ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'amour et rien de plus important que ça. Et voilà, c'est très beau. Merci. Aujourd'hui, vous avez été gracié, vous avez été innocenté, blanchi définitivement. Oui, 7 ans après, j'ai obtenu, après Dreyfus et Deveau, j'ai obtenu la révision de mon procès. Vous êtes redevenu un innocent ou vous êtes toujours un peu coupable dans la tête? J'ai été réhabilité totalement, on m'a même donné de l'argent. Ce à quoi j'ai répondu qu'un franc ou tout l'or du monde avec moi ne sera jamais quitte. Et aujourd'hui, vous êtes redevenu l'innocent que vous étiez? Mais moi, j'avais pas besoin de procès pour savoir que j'étais innocent. Moi, j'ai toujours été... Aux yeux des autres? Aux yeux des autres, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui, lorsque j'ai été réhabilité, sont... vous savez, les gens volent beaucoup au secours de la victoire, n'est-ce pas? Et ces gens-là, il y en a beaucoup, je leur ai laissé la main tendue. J'ai dit, je te serre pas la main, parce que pendant 7 ans, moi, je comptais sur toi. Et aujourd'hui, parce que on parle de moi dans la presse, que je suis une vedette, entre guillemets, une vedette accidentelle, parce que j'ai jamais rien demandé à personne. J'ai dit, tu viens de dire bonjour, eh bien non, tu ne me salueras plus. Et donc, c'est là où j'ai mis en pratique les gens qui m'intéressent et ceux qui ne m'intéressent pas. Et heureusement, il y a beaucoup de gens qui m'intéressent. Vous voyez, j'ai des amis qui sont des hauts magistrats, des hauts fonctionnaires de police, des gens, des journalistes. J'ai beaucoup d'amis, vous voyez, et eux ne doutent jamais de moi. Et ça, c'est important. Ça, c'est important que ceux qui me connaissent, que j'aime, qui me rendent l'amour que je leur donne, n'aient aucun doute sur moi, quoi. Voilà. Alors maintenant, le reste peut parler, ça me laisse totalement indifférent. Et Stéphane Clerget, vous avez entendu le témoignage de Roland. Est-ce qu'on peut se sortir d'une telle blessure? Et c'est terrible en même temps de se dire qu'on peut demain être accusé, être condamné comme ça. C'est terrible. Les erreurs judiciaires, c'est évidemment épouvantable. Et quand on est accusé d'un crime, c'est ce qu'il y a parmi de pire. Je crois qu'il y a 3 conditions pour s'en sortir. D'abord, continuer de croire en soi, parce que malheureusement, on a vu qu'il y a des gens qui finissaient, à force d'être accusés, par se croire coupables, voire à s'accuser et à être condamnés. Il y a l'affaire Patrick Dils qui en témoigne, parce que finalement, on finit par se dire peut-être qu'ils ont raison, peut-être, ou s'imaginent des fautes, ou pour avoir la paix, on voit comme un accusé, ok, je suis un coupable. La deuxième condition, Élodie l'a dit, c'est l'entourage de la famille. Et ça, c'est primordial. L'entourage des proches, c'est ce qui permet de tenir. Et moi, je conseille d'avoir l'attitude qu'ils ont eue d'ailleurs tous les deux, de se battre. Je crois que face à la rumeur, face à la malveillance, face aux erreurs judiciaires, il ne faut pas se replier, il ne faut pas rester indifférent, il faut réagir tout de suite et être combatif et se défendre. Face à une erreur judiciaire qui porte atteinte à son honneur, à son intégrité, il n'y a qu'un moyen vraiment thérapeutique de commencer à s'en sortir, c'est la réhabilitation. Élodie, elle a eu sa réhabilitation aussi, même s'il ne s'agit pas d'une erreur judiciaire, parce qu'elle a été élue Miss Europe. Et ça a été finalement la meilleure des réhabilitations, je crois. On n'a pas parlé, mais effectivement, vraiment le pied de nez à tout ça, ça a été d'être élue Miss Europe 6 mois après. Donc mais maintenant, effectivement, on ne peut pas oublier. Maintenant, un autre moyen de s'en sortir, une fois qu'on a été réhabilité, c'est d'essayer de positiver ce qu'on a subi. Donc ça peut être en créant une association, ça peut être aussi en écrivant un livre pour témoigner. En tout cas, une production. Faire de ce drame, de ce malheur,
une création. C'est aussi un moyen de s'en sortir. Il y a toujours du positif, même dans le négatif, de toute manière. Ça vous a rendu, vous, en tout cas, plus forte. On va accueillir à présent nos prochains invités. Ils ont été soupçonnés de quelque chose d'horrible pour des parents, de maltraitance envers leur fille âgée à l'époque de 2 ans. Noureddine et sa femme Jamila ont été séparés d'elle pendant 6 semaines avant que la vérité n'éclate. Et quelle vérité? Les voici tous les deux, Noureddine et Jamila. Bonjour à tous les deux. Noureddine, vous avez 41 ans, 3 enfants, vous êtes employée dans la distribution, vous êtes mariée à Jamila qui en a 38 et qui est mère au foyer. En 1994, vous avez conduit votre fille Camélia, alors âgée d'1 an, à l'hôpital à la suite d'une fracture au bras. D'autres fractures se sont reproduites par la suite en l'espace de 8 mois. À la 4e fracture, les médecins vous ont retiré votre enfant. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à ce moment très précis? À ce moment, ils ne nous ont pas dit grand-chose. Ils nous ont simplement dit que suite à toutes ces fractures que eux ne s'expliquaient pas, et nous encore moins, que notre enfant pouvait être simplement maltraité. Alors si eux ne s'expliquent pas ce qu'elle a médicalement, que nous on n'arrive pas non plus à s'expliquer, mais qu'ils nous trouvent quand même de la maltraitance, il fallait aussi trouver quelque chose de cohérent là-dessus. Mais à ce moment-là, des médecins viennent, au bout de 9 jours que Camélia est hospitalisée, au milieu d'un couloir, vous dire que votre enfant va vous être retiré et qu'il est maltraité, je vous laisse imaginer dans quel désarroi vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain. Jamila, comment vous avez réagi quand on vous a dit vous maltraitez votre enfant, elle va être placée? Très mal. Très mal. D'ailleurs, je suis tout de suite tombée dans les pommes quand j'ai appris ça. C'est un choc. C'était un choc pour moi. Les médecins vous ont dit vous la maltraitez? Oui, votre fille, demain, elle sera placée. Voilà. Donc c'était le jour même, on n'a plus le droit sur notre fille. Je ne peux pas ramener mon bébé à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé là? On l'a enlevée? Voilà. Elle est partie où? Dans un foyer? Dans un foyer, oui. Pendant combien de temps? 1 mois et demi. 1 mois et demi, vous l'avez vue? On avait un droit de visite 2 heures par semaine. Et là, vous ne savez toujours pas ce qu'elle a? Toujours pas. Personne n'avait rien décelé? Non, elle était placée, donc on avait un droit, on y allait, on attend avec impatience. Comment ça se passait cette visite justement? Très mal, au départ on est content parce qu'on attend que ce jour-là pour venir la voir, et quand on arrive elle est contente parce qu'elle attend que ça, mais la douleur quand on part. Qu'est-ce qu'on vous disait? On vous prenait... On vous traitait comme des parents maltraitants? Oui, puisque dans ce centre d'accueil, c'était les enfants qui étaient maltraités, qui étaient venus là pour ça. Et donc, nous, quand Camélia a été placée, c'est pour maltraitance, puisque dans ce centre d'accueil, on a dirigé cet enfant-là pour un cas de maltraitance. Est-ce qu'on vous empêchait, par exemple, de la toucher, de l'embrasser? Non, puisque c'était dans une pièce où on avait donc 2 heures pour voir Camélia, et au bout de 2 heures, on repartait. Mais c'est comme si vous alliez voir un prisonnier. Vous avez vos 2 heures de visite, vous arrivez en prison, vous voyez la personne. Je veux dire, c'est la même chose. C'est votre chair que vous allez voir. L'enfant, elle a à peine 1 an. Vous devez la laisser. Vous venez la voir pendant 2 heures et vous repartez chez vous. Je veux dire, même dans le pays le moins civilisé du monde, je veux dire, ça ne se fait pas, ça. Jamila, à partir de quel moment vous avez compris ce que votre fille avait, ce dont elle souffrait? Qui vous l'a révélé? Il fallait attendre, donc avec tout ça, il fallait attendre. Malheureusement, un jour, au bout de 15 jours de placement, Camélia, elle se fait mal. Elle se casse un bras, donc dans le centre où elle était. Donc là, le fémur à ce moment-là, elle s'est cassée, puisque donc elle était tenue par deux personnes du centre d'accueil, et en voulant ramasser un jouet, elle s'est simplement baissée et le fémur a pété. Donc vous avez par la suite appris que votre fille souffrait en fait d'une maladie que vous n'aviez pas diagnostiquée. Vous l'avez appris combien de temps après? En fait, elle souffre. Votre fille, on va le dire tout de suite, parce que là on maintient le suspense un peu. En fait, votre fille souffre de la maladie des os de verre. Voilà. Et vous n'étiez absolument rien. Non. Cette maladie fait en fait que les os sont extrêmement fragiles et que moindre choc, moindre chute, on se casse, on se fracture un membre. Quand est-ce que vous avez appris ça? 1 an et demi plus tard. Et encore, c'était un petit peu par hasard, puisque Camélia, durant son placement, un médecin l'avait vu, un médecin de campagne, je dirais, l'avait vu pour simplement une petite toux. Et à ce moment-là, il ne pouvait pas nous contacter. Et lorsqu'on a récupéré Camélia, justement, suite à cette nouvelle fracture, au bout d'1 mois et demi,
Quand elle est récupérée, ce médecin nous a contacté un jour en nous disant « Votre fille, elle ne peut avoir qu'une maladie génétique ». Alors nous, maladie génétique, à ce moment-là, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Et donc, on a pris rendez-vous à l'hôpital Necker et il a fallu donc attendre à peu près 8 à 9 mois pour se rendre parce que donc, les rendez-vous étaient très espacés. Et ce qui est de merveilleux là-dedans, c'est quand même en 15 minutes à l'hôpital Necker, on vous diagnostique sa maladie, alors que le même hôpital, dans la deuxième ville de France qui est Lyon, avec environ 1 mois et demi d'hospitalisation, on ne l'a pas diagnostiqué. Alors qu'on m'explique là aussi... Alors, vous avez donc compris ce qui vous arrivait. En attendant tout ce chemin, est-ce qu'il y a des gens qui ont été très, très durs avec vous? Des médecins, des juges, puisqu'elle a été placée, votre fille? Déjà, les médecins qui, au départ, nous ont accusés de maltraitance, puisque j'oublierai jamais, c'est la juge des enfants qui a pris la décision de placer Camélia. Vous l'avez vu? Vous savez, ce juge qui m'a fait ce signe, je l'oublierai jamais. Et donc... Qu'est-ce qu'elle a dit? Donc, je me suis rendu le jour même du placement, voir la juge, et donc je lui dis, voilà, vous êtes en train de faire une très grossière erreur. Et elle m'a dit, j'ai pas envie de la voir mourir. Je dis, mais son père, c'est moi, c'est pas vous. Et elle m'a dit, monsieur, j'ai plus rien à vous dire. Comme ça. Et ce geste, je lui dis, écoutez, madame, un jour, c'est pas vous qui allez me convoquer, mais c'est moi qui demanderai la convocation. Vous l'avez fait? Bien sûr. Vous l'avez 15 revu? jours plus tard, puisque Camélia s'est recassée à ce moment-là, je vais être reçu dans les 48 heures, sinon j'appelle tous les médias. Qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, 48 heures après, j'étais reçu. Elle avait tout soupçon, entre guillemets. Et heureusement, là aussi, je félicite la presse, parce que heureusement qu'ils étaient là, puisque donc ils ont commencé à prendre en considération ce qui se passait. Et c'est vrai que depuis, toute la presse, vraiment, je tiens à les remercier parce qu'ils ont fait un super boulot. Comment vous considérez les gens à l'époque où on ne savait pas que votre fille était atteinte d'une maladie génétique? Est-ce qu'on vous considérait comme de mauvais parents, vos voisins, votre entourage, Jamila? Peut-être les voisins, non. Les amis proches, non. Ils nous ont vraiment soutenus. Ben, pareil, je peux les remercier tous. Mais les gens qu'on ne connaît pas, on a l'impression que tout le monde nous regarde. On ne peut pas savoir les gens et qu'est-ce qu'ils pensent de nous. Donc les gens, on arrive au fur et à mesure d'expliquer ça à tout le monde. On était obligé de tout préciser parce que notre fille, elle s'est cassée, elle tombe même pas d'une hauteur, elle se casse. Ce sont des gestes tout voilà, simples de la vraiment vie. Des petits bobos, des petits vraiment. Et puis il fallait toujours préciser, il fallait toujours expliquer. On a l'impression que tout le monde ne comprend pas. On se sent seul dans ces moments-là. On s'est senti enfermé, seul. On avait vraiment besoin d'un coup de main. Mais à chaque fois, de toute façon, ce regard, on l'avait pendant longtemps. Vous l'avez encore? Enfin, aujourd'hui, peut-être pas, parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît l'histoire de Camélia. Mais à l'époque, vraiment, on avait ce regard. Il y a une question d'Yvette. Yvette. Oui, bonjour. Moi-même étant maman, donc je comprends tout à fait ce que vous avez pu vivre, puisqu'on a toujours tendance à protéger nos enfants. Donc ça doit être une horreur pour vous. Et ma question serait sur votre couple, à tous les deux. J'aurais voulu savoir si vous, monsieur, ou vous, madame, eh ben, un seul moment, dans votre moment de détresse, vous avez pu penser effectivement, est-ce que c'est elle qui pourrait faire ça, ou est-ce que c'est lui en mon absence? Et est-ce que vous êtes aujourd'hui êtes sorti plus grand de cette histoire, ou au contraire, ça vous a détruit? Ben ça, c'est une très bonne question, parce que justement, si on n'était pas unis, c'est vrai qu'à un moment donné, imaginons qu'on soit dans un milieu précaire, imaginons qu'on ne s'entende pas à ce moment-là, donc ça veut dire que c'est la porte ouverte à tout. Vous avez douté de votre mari des fois, Jamila? Non, jamais. Et vous? Pardon? Vous avez douté de votre femme? Si jamais j'avais eu une seule seconde de doute, je pense que je ne serais pas là déjà aujourd'hui. Dieu merci, je dirais qu'on s'est toujours bien entendu. On est une famille très unie. Les amis ont été toujours présents. Ils nous ont même gardé les autres enfants qu'on a à chaque fois que Camélia a été hospitalisée. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. La famille, c'est vraiment quelque chose qui soude tout le monde et qui fait justement avancer les choses. Élodie, quel regard vous portez sur l'histoire que vous venez d'entendre de Jamila et de Noureddine? Ça me touche énormément. Et c'est vrai que c'est pareil, c'est très fort. Et ce qu'on ressent, c'est que voilà. Et puis elle est tellement mimi en plus, Camélia. On lui fait un petit coucou. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a de l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est ce qui fait la force. Et que voilà, vous êtes là aujourd'hui. Et voilà, bravo, parce que je sais que. Stéphane Clerget. Alors
On a entendu l'histoire de Jamila et Noureddine. Il faut juste spécifier qu'il y a aussi beaucoup de gens, des juges et des assistants sociaux, des assistantes sociales qui font aussi leur travail. Bien sûr. Et on parle beaucoup en ce moment des enfants maltraités qui malheureusement finissent mal. Oui. Et je repense à cette juge qui disait « je ne veux pas qu'elle meure ». Il y a aussi des enfants qui, parce qu'on ne s'en est pas occupé assez vite, meurent. Mais quel regard vous portez justement? Là, c'est une injustice cruelle, terrible pour les parents. C'est absolument épouvantable. Il y a évidemment une erreur médicale, à savoir qu'effectivement les médecins sont tenus d'informer, de signaler, les médecins, ou tout le monde d'ailleurs, de signaler au juge quand il y a une suspicion de maltraitance. Et c'est vrai qu'ils ont pensé que c'était un syndrome de Silverman, c'est-à-dire un ensemble de... Syndrome de Silverman, c'est un ensemble de fractures qui est lié à une maltraitance de l'enfant. Et ils n'ont pas diagnostiqué la maladie des os de verre parce que pour eux... Ils ont été un peu vite. Ils ont été un peu rapides. Alors, il s'agit évidemment d'erreurs et d'erreurs gravissimes. Peut-être parfois qu'il y a des fois d'ailleurs deux poids deux mesures, c'est-à-dire que avec certaines personnes qu'on sent peut-être se défendre moins. Allez jusqu'au bout de votre raisonnement, monsieur. Je veux dire qu'avec certaines personnes qu'on sent se défendre moins, et ben des fois la justice est peut-être moins juste avec des gens qui ont suffisamment de moyens pour se payer un bon avocat et pour en imposer un peu plus. Il y a des gens qui en imposent des fois un peu plus. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, notre association a mis quelque chose, notre association, l'AOI, Association sur la Genèse Imparfaite, a mis la maladie dont souffre votre fille. Tout à fait. Donc on a mis vraiment l'accent sur ces cas de maltraitance parce qu'il ne se passe pas un mois sans que ça se produise. Sans que ça se produise. Il y a eu des cas à Strasbourg, des cas à Nantes, des cas à Nice où les parents ont fait 3 mois de prison. Donc dans tous les coins de France et des grandes villes, Strasbourg, Nice, Nantes, Paris-Centre, et ça se passe encore ce genre de situation. Ça, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable. Et en tout cas, vous luttez avec votre association pour que... Et j'ai même un petit scoop... Ça permet aussi de bien connaître cette maladie qui c'est vrai, est quand même assez rare et méconnue. Donc ça a au moins le mérite aussi d'informer sur cette maladie qu'on ne connaît pas suffisamment. Et j'ai même un petit scoop pour vous, puisque donc Élodie a bien voulu accepter d'être marraine de l'association. C'est tout à votre honneur et ça ne m'étonne pas du tout de votre générosité, Élodie. On va accueillir à présent notre prochain invité. Il a été accusé de malversation financière et de détournement de fonds. Pendant 3 ans, Xavier Popelier a été au cœur d'une affaire qu'il a salie publiquement avant d'être définitivement blanchi il y a à peine 7 mois. Voici Xavier Popelier et sa femme Josette. Bonjour à tous les deux. Xavier Popelier, vous avez 74 ans, 2 enfants. Vous êtes marié à Josette, qui en a 69. Alors, en 99, à la suite d'une enquête de la Cour des comptes sur le club de basket de Limoges, eh bien, plusieurs personnes ont été mises en examen pour malversation financière. Vous en faites partie, mais vous êtes très vite rassuré par le juge à ce moment-là sur votre cas personnel. Il vous faudra en revanche attendre 3 ans, même si on vous a rassuré ce jour-là, 3 ans pour être innocenté aux yeux de tous, le temps de l'enquête et du procès. Comment est-ce que vous avez vécu ces 3 ans, Xavier? Écoutez, je veux bien répondre à votre question. J'aimerais d'abord féliciter les personnes qui sont là, parce que j'ai écouté leur cas particulier. Et au nom de mes amis limousins et moi-même, je tiens à vous féliciter parce que vous avez fait preuve tous d'un courage magnifique. Donc vous avez, vous, été sali pendant 3 ans. On vous a accusé de malversation financière sur ce club de Limoges. Comment ça s'est passé ces 3 ans? Pendant ces 3 ans, si vous voulez, il y a eu plusieurs cercles autour de moi. Le premier cercle, c'était la famille. Et la famille, je dois dire, en étant très unie, m'a permis de passer cette période où on pouvait douter de mes connaissances sur l'affaire qui s'était passée. Josette, vous avez douté de l'honnêteté et de la probité de votre mari? Oui, je dois le dire, il faut que je sois honnête. Quand on m'a téléphoné pour me dire qu'on l'avait mis en garde à vue, j'ai appelé un de mes fils, celui qui était sur Limoges, et je lui ai posé la question, je lui ai dit « Mais Bruno, il ne faudrait pas que papa ait fait quelque chose sans nous le dire. » Parce que vous savez, quand vous êtes bien tranquille en train de peindre dans votre atelier, que vous recevez un coup de téléphone, on vous dit « Bon, ben, Madame Popelier, ce soir, votre mari ne rentrera pas, il est en garde à vue. » J'aime autant vous dire que tout s'écroule. Hein. Là, vous avez vécu pendant 45 ans avec quelqu'un. Bon, je n'ai jamais mis en doute son honnêteté, jamais, c'était impensable pour moi. J'avais une confiance illimitée en lui. Et puis, d'un seul coup, on vous dit ça. Ben, vous vous demandez ce qui se passe. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Qu'est-ce qu'on lui reproche? On vous l'a dit?
Ce qu'on lui reprochait? Je ne le voyais pas, il était mis en garde à vue. Donc vous ne saviez pas? Je ne le savais pas. Alors j'ai eu très peur. En plus, je suis malade. Mon fils avait peur qu'il m'arrive quelque chose, que je prenne un malaise. Il est venu s'installer pendant les 2 nuits de garde à vue de mon mari, pour être à côté de moi. Et heureusement, mes enfants m'ont dit, maman, non, surtout ne pense pas une chose pareille. Mais je dois dire que j'y ai pensé. Comment se fait-il que vous ayez douté à un moment? C'est le fait qu'il soit en prison, parce que c'est tellement en garde à vue. inattendu, madame, vous attendez tellement peu. Nous, on était sur un petit nuage, comme on m'a dit hier. Vous aviez une situation bien établie sur la ville de Limoges, tout le monde vous connaissait. Tout le monde. D'un seul coup, tout s'effondre. Tout s'effondre. On vous enlève votre mari, et puis on l'accuse. Alors vous êtes en droit de vous poser des questions, de dire mais pourquoi? Et on ne comprend pas, on ne sait pas. Vous étiez très connu dans le monde du basket et bien sûr à Limoges. La presse locale s'est déchaînée sur vous? Oui, c'est ça. C'est surtout mon mari qui peut répondre. Si vous voulez, moi, ce que je mets un petit peu en cause, c'est un petit peu les médias, dans le sens où si vous voulez, parmi les personnes qui avaient été mises en cause au départ, bien entendu, c'était mon nom le plus connu. Alors, on s'est servi un petit peu de mon nom pour faire une vente de journaux et puis de certaines chaînes de télévision. Et je me suis retrouvé, moi, après la sortie de la garde à vue, et je passe sur la garde à vue, je ne souhaite à personne d'y passer. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En garde à vue, je peux vous dire que je crois que tous ceux qui y sont passés en sont marqués à vie sur le plan physique et sur le plan moral. Comment? Racontez-nous un petit peu. Vous qui en plus sortiez d'un milieu plutôt mais, aisé, bien si vous installé. voulez, en gros, vous êtes pratiquement 2 jours sans s'alimenter, sans rien. Et vous êtes là sans pouvoir dormir pratiquement, puisque vous êtes dans une cellule où il y a juste un bas-flanc en ciment. Et je peux vous dire qu'en plus, quand vous rentrez, on vous enlève votre montre, mais les lunettes, on vous enlève tous vos documents. En ce qui me concerne, on m'a même enlevé ma veste, c'était au mois de décembre, au mois de janvier 2000. On m'a même enlevé ma veste, puisque j'ai des décorations officielles qui m'ont été remises par les différents présidents de la République. Et il se trouve qu'on ne peut pas mettre quelqu'un dans une cellule qui est décorée. Alors, on vous enlève votre veste, et je me suis retrouvé, moi, sans couverture, sans rien, à coucher sur le sol, sur le ciment. Alors, vous passez de nuit ou éventuellement un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé ces 2 nuits-là? Vous avez réclamé? Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être surprendre un petit peu les personnes qui sont là. Vous savez, on voit souvent ces films où l'on voit les gens dans les cellules tourner en rond. Mais je peux vous dire que je me suis vu 2 nuits pratiquement en train de tourner dans ma cellule, sans dormir, à me demander ce qui m'arrivait. Parce que j'ai écouté tout à l'heure un peu ce qui s'est dit, et je crois que c'est très important de le savoir. Je crois que quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher peut mieux se défendre par rapport à la justice que quelqu'un qui est innocent. Parce que là, ça vous tombe dessus. Parce que voilà, vous êtes surpris, vous vous êtes pas préparé à un jour avoir affaire à la justice. Moi, c'était la première fois que j'avais affaire à la police, qui inversement d'habitude me rendait en quelque sorte les honneurs dans le palais des sports. Et là, vous êtes devant des gens qui, bien sûr, vous êtes considéré comme un criminel, entre guillemets. La police vous considérait comme tel, justement, pendant ces 2 jours? Eh bien, écoutez, je dois vous dire que vous n'avez pas de conditions particulières. Toute personne, que vous soyez ministre ou simple manœuvre, les conditions sont les mêmes pour une garde à vue. Oui, il n'y a pas la cellule VIP de la commissariat de Limoges. C'est normal. Oui. Pardon? C'est normal aussi. Oui. Sur les mêmes conditions pour tout le monde. Oui, je veux dire par là qu'on pense que quelquefois, suivant la personnalité, on a des conditions différentes. C'est absolument faux. Et je peux vous dire que c'est très dur. Alors, quand vous sortez de ces 2 jours de garde à vue, moi, j'ai fait 40 heures. On peut vous garder un peu plus. Moi, j'ai fait 40 heures. Et quand je suis sorti, la police m'a dit, Monsieur Popeli, vous pouvez partir tranquille. Alors, rien ne vous sera reproché parce qu'on s'est rendu compte que vous avez été honnête. 2 jours après, j'étais donc au juge d'instruction, qui m'a confirmé le même diagnostic et qui m'a dit bon, maintenant vous êtes tranquille, vous aurez un non-lieu. Alors j'ai posé la question toute simple pour éviter ces ennuis qu'on pouvait douter de mon honnêteté, de dire mais quand c'est que ce sera rendu public? Il m'a dit quand l'instruction sera terminée. Et c'est là que c'est important. L'instruction s'est terminée donc 2 ans après. 3 ans après, et ce qui fait que pendant les 3 ans qui ont été un peu délicats en ce qui me concerne. Pourquoi? Parce que les gens, je vous dis, je faisais allusion à des cercles, le cercle familial m'a soutenu, vous aviez un deuxième cercle qui était des amis,
sûrs qui se sont restés à mes côtés. Vous avez un troisième cercle, si vous voulez, des gens, vous savez, qui vous connaissent à moitié et qui peuvent douter. Puis après, vous avez la vox populi, c'est-à-dire ceux qui ne vous connaissent pas. Qui s'est détourné de vous, très concrètement? Oh bien, c'est-à-dire que vous savez, je crois que... Josette, vous vivez dans une petite ville, enfin une petite ville, Limoges, c'est une grande ville, mais en même temps, tout se sait. C'est facile à expliquer, bien sûr. Et ça, vous le subissiez, vous allez chercher votre pain, on vous regarde bizarre. Vous signalez l'histoire du pain. Je me suis retrouvée un jour dans une grande surface, en train de pousser mon caddie, comme tout un chacun, et j'ai une de mes anciennes clientes, nous étions commerçants, qui m'a interpellée, gentiment, une brave femme, qui a commencé à me dire, oh, Madame Popelier, c'est pas possible, vu ce que votre mari a fait pour le CSP, pour la ville de Limoges, lui faire une chose pareille, et puis elle en disait, et elle a fini la conversation en me disant, et alors, quand est-ce qu'il est sorti de prison? À ce moment-là, je vous garantis, alors je lui ai répondu, mais il n'est jamais allé en prison. Mais j'ai commencé à trembler, je suis rentrée à la maison comme une somnambule, en me disant, si cette personne pense ça, combien y en a-t-il qui pensent ça? Vous faites vos commissions. On partait tous les deux faire des commissions. Tout allait bien, tout baignait. On faisait 3 pas en avant, 2 pas en arrière parce qu'il était interpellé. On lui demandait des autographes, on lui demandait un tas de choses sur le basket. Même quelquefois, moi, ça m'agaçait. Hein. Là, d'un seul coup, vous allez faire vos courses. Voyez les gens qui partent un peu, qui s'éloignent. Vous en avez certains qui vous tournent carrément le dos. Vous en avez d'autres qui osent à peine vous faire un petit signe, un petit bonjour. Et une chose aussi, les amis, parce que la maison était toujours pleine chez nous. Bon, la porte était ouverte, toujours grande ouverte. Entrez qui vous voulez. Bon, cette porte, les amis venaient, rentraient, sortaient. D'un seul coup, la porte a été toujours fermée. Les gens ne venaient plus. Terminée. Vous n'avez plus personne qui vient. C'est abominable, c'est affreux. S'il n'y avait pas eu la famille... je ne sais pas comment on aurait pu s'en sortir. Vous avez pensé à déménager à un moment? Oui. C'est moi qui ai pensé. J'ai dit à mon mari, bon, ben, si ça continue, c'est infernal, on ne peut pas supporter une chose comme ça, on va partir. Et ce qu'on a fait après l'affaire, on est parti en Thalasso, on est parti 15 jours. Puis là, on s'est dit, mais enfin, pourquoi partirait-on? Qu'est-ce qu'on a fait? On ne mérite pas de partir, on n'a rien fait de mal. Il y a peut-être eu des détournements, on n'a rien touché, on n'a rien fait. Il n'était même plus président quand c'est arrivé. Alors on a dit, mais enfin, c'est pas possible. On ne peut pas tout renier, parce qu'on avait quand même des amis. Il faut vous dire qu'il y a quand même des choses qui sont positives. On a des personnes qui nous ont téléphoné, des gens, mais quelquefois très très modestes, qui nous ont appelés pour nous faire part de leur sympathie, pour nous dire on croit en vous, on sait ce que votre mari a fait. On a des gens qu'on ne côtoyait pas, qui sont devenus nos amis, qui sont venus nous voir. Là, on a eu des choses positives, mais on en a eu beaucoup moins que des choses négatives, ça c'est sûr. C'est vrai qu'à un moment donné, ma femme m'a posé la question de partir, mais j'ai dit non, et ça je le dis pour ceux qui un jour peuvent avoir un problème, ce serait une lâcheté en quelque sorte. Moi je suis très attaché à ma région du Limousin, d'ailleurs le club là, je l'ai fait pour ça, pour faire parler un petit peu de notre région, et mon attachement fait que je tiens à y rester. Mais c'est vrai que pendant 2-3 jours, on se dit, mais différemment de ma femme, je me suis dit, après tout ce que j'ai fait pour ma région, est-ce qu'elle mérite que je reste? Vous voyez, le problème s'est posé inversement. Et je me suis dit, bon, après tout, je n'ai rien à me reprocher, je reste, et je reste fidèle quand même à mes amis et à tous ceux qui me font confiance à nouveau, parce que bien sûr, une fois passé le non-lieu, les incidents ont été terminés. Alors justement, ça fait 7 mois que vous avez été définitivement, enfin on ne va pas dire blanchi d'ailleurs, en tout cas déclaré innocent, ce que vous saviez. Il n'y avait aucune accusation. Puisque l'instruction avait été terminée et qu'il y a eu ce procès. Est-ce qu'aujourd'hui, 7 mois après, vous vous sentez toujours un peu, quand vous vous baladez dans les rues de votre ville, Josette, ou vous, Xavier Popelier, est-ce que vous vous sentez toujours un petit peu coupable de rien d'ailleurs? Non, ça va mieux là. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse maintenant? Je sais qu'on est reconnu non coupable. Mon mari n'a jamais rien fait. Bon, si quelqu'un pense encore à une arrière-pensée, tant pis. Maintenant, les amis qui sont détournés de nous, ceux-là, je ne les vois plus. Mais j'en ai gagné d'autres. Non, mais je crois que... Non, là, vous voulez, on a apporté tellement pour cette région avec notre club que les gens maintenant, si vous voulez... Mais il y a eu le doute pendant 3 ans. J'avais beau dire, moi je sais
que j'aurais mon non-lieu, parce qu'on me l'avait dit, mais ma parole ne valait rien contre l'image de gens qui... Puis vous savez, quelquefois, certaines personnes, en France c'est assez courant, on n'aime pas toujours ceux qui réussissent, et vous le savez. Très bien. Stéphane Clerget, est-ce qu'une rumeur, ça peut s'arrêter tout d'un coup? Il y a une rumeur ou des accusations, tout d'un coup c'est fini, on est blanchi, c'est terminé, on est... Alors ça peut s'éteindre avec le temps, mais des fois il faut aussi plusieurs années, et puis une autre rumeur naît quelque part. On a vraiment l'impression que le corps social comme ça a besoin d'avoir des victimes expiatoires, et notamment les gens qui réussissent. Moi je conseille malgré tout pour l'éteindre peut-être plus rapidement. Vous savez, les rumeurs c'est un peu comme des incendies de forêt. Il y a une petite allumette comme ça qui s'allume et après ça prend. Faut aller vite. Faut aller vite, et moi j'invite vraiment à envoyer les canadaires d'emblée pour pas que ça s'étende, et il faut se battre d'emblée, ne pas hésiter à attaquer. Sur le plan de la justice, vous avez été sali par les médias. Peut-être que ça aurait été possible, je ne sais pas, d'attaquer d'emblée. Mais pour ça, il faut évidemment un soutien. Il faut aussi une énergie incroyable, parce qu'une rumeur, ça peut abattre. Hein, ça peut vraiment couper toute énergie. Élodie, un conseil à tous ceux qui pourraient être victimes de rumeurs. Vous avez dit tout à l'heure que ça vous avait rendu plus forte. Ben voilà, il faut se battre. Mais en même temps, il faut avoir les moyens, effectivement. On en parlait beaucoup. Et moi, je trouve que on retrouve les mêmes réflexions et les mêmes conclusions. À savoir, effectivement, il ne faut pas fuir. Moi, j'avais envie de rester, de me battre. Parce que, voilà, sinon, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. J'avais rien à me reprocher. Et vous, c'est la même chose. Et puis, c'est pareil, je trouve qu'il y a toujours un petit peu... cet état d'esprit d'avoir un bouc émissaire. Ouais, on retrouve souvent ça aussi. Mais effectivement, faut faire face à ça. Il faut trouver les moyens, il faut avoir l'amour autour de soi, la famille autour de soi. Et il faut savoir qui l'on est, il faut avoir confiance en soi. Et il faut se battre à fond, à fond, à fond. Eh bien, merci à vous, Élodie, et à tous nos invités d'être venus témoigner de ces erreurs judiciaires, de ces accusations à tort dont vous avez été victime. Merci à Stéphane Clerget, merci à vous de nous avoir suivis comme toujours. À bientôt.